Mon ex-fiancé infidèle et ses amis m'ont agressé physiquement après que j'ai refusé de l'épouser. J'ai porté plainte et je les ai tous envoyés en prison. Moi, homme de 31 ans, j'ai rencontré mon ex-fiancée, 29 ans, appelons-la Cathy, il y a environ 4 ans dans le bar sportif que je gère. Oui, je sais ce que tu penses. Gérant d'un bar sportif, ce n'est pas exactement une carrière prestigieuse. Mais en réalité, j'adore mon travail. J'ai commencé comme barman juste après la fac, avec un diplôme de commerce que je n'ai jamais vraiment utilisé LOL. J'ai gravi les échelons, et maintenant je dirige l'un des établissements les plus performants de notre chaîne. On fait de très bonnes affaires, on a des habitués géniaux, et mon personnel aime vraiment travailler ici, ce qui est rare dans ce secteur. Cathy était une agente immobilière super prospère, du genre à poster chaque semaine sur LinkedIn des publications du style « Je viens de vendre une propriété d'1 million de dollars ». Elle est venue une fois avec un groupe d'amis du lycée, tous sur le papier incroyablement réussis. 2 avocats en entreprise, un médecin dermatologue, un cadre en finance, un truc avec des hedge funds, je ne sais pas trop, et une directrice marketing dans une grosse boîte tech. Ils fêtaient l'anniversaire de l'un d'eux et ont claqué 600 $ en boissons et apéro ce soir-là. Après ça, Cathy est revenue régulièrement au bar, surtout pendant mes services. On a vite accroché. Elle adorait que je la fasse rire, et moi j'étais impressionné par son ambition. Ses amis, par contre, avec du recul, il y avait déjà des signaux d'alarme. Ils faisaient souvent de petites remarques sur mon travail. Des trucs du genre « Oh, c'est sympa que tu sois heureux là où tu es » ou « Tu n'as jamais pensé à entrer dans la gestion d'entreprise. Mais quand tu tombes amoureux, tu passes ce genre de choses sous silence, tu vois ?» Les choses sont allées très vite entre nous. Genre, très vite. Au bout de 3 mois, elle vivait presque chez moi, et après 1 an, on a officiellement emménagé ensemble. J'avais un bel appart 2 pièces dans un immeuble moderne au centre-ville. Rien de luxueux, mais avec un portier et des caméras de sécurité, détail qui deviendra important plus tard dans cette histoire. L'appartement était à mon nom, j'avais un meilleur crédit et j'y vivais déjà depuis quelques années. La vie était belle. Cathy cartonnait dans l'immobilier. Elle gagnait en fait plus du double de mon salaire, ce que ses amis ne manquaient jamais de me rappeler LOL. Mais on était heureux. Moi aussi je progressais, j'ai été promu directeur général, puis chargé de former les nouveaux managers d'autres établissements. Nos familles s'entendaient très bien. Ses parents, un couple adorable, me traitaient comme leur fils, et mes parents adoraient son ambition. En décembre dernier, j'ai décidé de la demander en mariage. J'avais organisé tout un week-end dans une station de montagne à 3 heures de route. Dîner privé avec vue sur le lac, bague cachée dans le dessert. Oui, un peu kitsch, mais elle avait toujours dit qu'elle voulait une histoire à raconter. Elle a évidemment dit oui, et on a passé le week-end à célébrer et à commencer à planifier le mariage. On visait octobre de cette année, avant qu'il ne fasse trop froid mais après la grosse saison des mariages quand tout est hors de prix. Les parents de Cathy ont proposé de payer la majorité des frais, ce qui était super généreux. Ils ont posé environ 40 000 $ d'acompte pour un lieu de réception chic, le traiteur, les fleurs, tout ça. Ce détail aussi deviendra important plus tard. C'est à partir de là que les choses ont commencé à déraper. Le groupe d'amis de Cathy a soudainement voulu s'impliquer dans absolument toutes les décisions du mariage. Et je veux dire toutes. Le choix des couleurs devait avoir leur aval. Le menu devait tenir compte de tous leurs régimes alimentaires. Le plan de table devait leur garantir la meilleure place. C'était épuisant. Et leurs commentaires sur mon boulot s'aggravaient. Du style, « Cathy, tu es sûre de vouloir faire le mariage à 18 h? OP ne doit pas travailler à cette heure-là, ou encore, peut-être qu'on devrait faire les essayages de robes un mardi, c'est sûrement une soirée tranquille dans un bar sportif. » Des petites piques constantes, tu vois? Et Cathy ne me défendait jamais. Elle se contentait de rire ou, pire, d'acquiescer. J'ai commencé à remarquer d'autres changements. Cathy travaillait de plus en plus tard, avait toujours des visites d'urgence à des heures bizarres. Elle avait changé le code de son téléphone, le laissait toujours face contre table. Les signes classiques d'une tromperie, non. Mais je lui faisais confiance. Ou alors j'étais naïf. Probablement les deux. Au bar, on a une cliente régulière, appelons-la Sarah, qui vient chaque mercredi pour les soirées quiz avec ses collègues. Ça fait des années. Elle laisse toujours de bons pourboires, n'a jamais causé de problème. C'est le genre de cliente que tu es content de voir entrer, tu vois? Elle bosse dans les RH ou un truc comme ça. Super sympa. La trentaine bien entamée. Ce mercredi-là, Sarah était étrangement agitée. Elle ne cessait de regarder son téléphone, puis moi, puis de nouveau son téléphone. Entre 2 manches de quiz, elle parlait à peine avec ses amis, ce qui n'était pas du tout son genre. D'habitude, elle est super compétitive et à fond dans le jeu. Finalement, pendant une pause, elle me fait signe et me demande si on peut parler en privé. Je pense qu'il y a un problème avec un autre client ou quelque chose en rapport avec son boulot. On a un petit bureau près de la cuisine où je fais la paperasse, alors je l'emmène. Elle avait l'air vraiment mal à l'aise, comme si elle allait m'annoncer un décès. Je ne savais pas si je devais t'en parler, commence-t-elle en triturant sa coque de téléphone. Mais moi, j'aimerais qu'on me prévienne si c'était ma relation. En fait, la sœur de Sarah, Jenny,
travaille dans un salon hyper chic en centre-ville, du genre où une coupe coûte plus cher que mon loyer. Ce matin-là, Cathy était venue pour des mèches. Apparemment, ça faisait un an qu'elle y allait, toujours à des heures où je bossais. Cette fois, Cathy a passé tout le rendez-vous, 2 heures, au téléphone avec quelqu'un qu'elle appelait sans cesse « bébé » et « chérie ». Jenny a tout entendu, forcément, vu qu'on est juste à côté quand on fait les cheveux de quelqu'un. Cathy riait et faisait des plans pour un week-end en amoureux, en disant que son « idiot de fiancé » croirait qu'elle était à une conférence immobilière. J'étais là, en train d'essayer d'encaisser le choc. Une partie de moi voulait nier. Peut-être qu'elle parlait à une copine? Certaines femmes appellent leurs amis « babe », non? Mais Sarah n'avait pas fini. Elle sort son téléphone et me montre une story Instagram que sa sœur lui avait envoyée. Ça venait d'un resto chic à 2 villes d'ici, un truc qui s'appelle La Maison ou un nom prétentieux du genre. La story venait d'une personne qui fêtait ses fiançailles. Mais en arrière-plan de leur photo avec la coupe de champagne, on voyait clairement Cathy, collée à un type en costard hors de prix. Ça datait du vendredi précédent, quand elle m'avait dit qu'elle passait une soirée entre filles avec ses copines. Mes mains tremblaient tellement que je peinais à tenir le téléphone. L'horodatage de la story indiquait 21h47. À 21h52 ce même soir, Cathy m'avait envoyé un selfie d'elle avec des masques de beauté, soi-disant avec ses copines. Elle avait littéralement mis en scène une fausse soirée entre filles pour couvrir son rencard. J'ai remercié Sarah. Que pouvais-je dire d'autre à quelqu'un qui venait de réduire ma vie en miettes? Elle s'est excusée probablement 20 fois, n'arrêtait pas de répéter qu'elle se sentait terriblement coupable. Je lui ai dit qu'elle avait bien fait, j'ai offert l'addition de son groupe pour la soirée, mon patron est cool avec ce genre de truc, puis je suis retourné travailler. Il me restait 5 heures de service, en mode pilote automatique, l'esprit en ébullition. Au lieu de confronter Cathy tout de suite, j'ai décidé de creuser un peu. On avait un iPad partagé à la maison qu'on utilisait surtout pour regarder Netflix au lit. Cathy s'y était connectée avec son iCloud quand son téléphone était en réparation, il y a quelques mois, et je suppose qu'elle avait oublié. Cette nuit-là, après mon service, alors qu'elle dormait soi-disant chez une amie, tu parles, j'ai ouvert l'iPad. Et là, putain de merde. Il y avait des centaines de messages entre elle et son ex. Michael, nom d'emprunt. Ce n'était pas une simple aventure. Il se retrouvait dans un hôtel chic près de son bureau depuis des mois. Depuis février, en fait. Les messages étaient explicites. Je t'épargne les détails. Mais ce n'était pas juste du sexe. Il se moquait de moi, faisait des plans pour leur avenir ensemble, parlait de « réussir cette fois ». Le pire, tous ses amis étaient au courant. Chacun de ces brillants professionnels participait activement à sa tromperie. Leur groupe de discussion était rempli de conseils pour l'aider à mieux cacher sa liaison, de blagues sur mon boulot, d'indications sur quoi dire si je me doutais de quelque chose. Il lui conseillait même d'attendre après le mariage pour me quitter, afin qu'elle touche plus d'argent lors du divorce. J'ai tout capturé en capture d'écran, envoyé sur mon mail, sauvegardé sur Google Drive, pris des photos avec mon téléphone, au cas où. Les messages remontaient à des mois. Chaque soirée entre filles, chaque événement professionnel, chaque conférence immobilière. Elle était avec lui. Et ses amis n'étaient pas seulement complices, ils l'aidaient à organiser ses rendez-vous. J'ai même trouvé un message datant du soir où je l'ai demandé en mariage. Alors que j'attendais nerveusement notre dîner, répétant mon discours dans ma tête, elle écrivait à Michael, « Ne t'inquiète pas bébé, ça ne change rien. C'est juste pour les affaires. C'est toi que j'aime vraiment. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté dans le salon à lire 4 mois de mensonges, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi cruel. Comment peut-on dormir chaque nuit à côté de quelqu'un, planifier un avenir, tout en préparant activement sa destruction? Le lendemain soir, quand elle est rentrée soi-disant d'une journée de visite, mensonge, les messages montraient qu'elle était chez lui, j'étais prêt. Pas crier, pas pleurer. Je lui ai juste tendu l'iPad, ouvert sur leurs messages. J'étais assis dans le salon quand Cathy est rentrée vers 19h. Elle est arrivée toute joyeuse, me racontant comment elle avait montré 3 maisons ce jour-là. Narrateur, elle n'avait montré aucune maison. Je l'ai laissé parler un moment, poser ses affaires. Elle a même osé me demander ce que je voulais manger ce soir-là, comme si tout était normal. Toute la journée, j'avais répété ce que j'allais dire. Mais au moment venu, je n'ai rien dit. J'ai juste tendu l'iPad, déjà ouvert sur ses messages avec Michael. Elle a essayé de jouer la comédie 2 secondes, qu'est-ce que je suis censé regarder? Puis elle a vu la date des messages et a littéralement laissé tomber l'iPad sur la table basse. Vous avez déjà vu le visage de quelqu'un se transformer? Comme si le masque tombait d'un coup? C'est exactement ce qui s'est passé. Elle est passée de la confusion à la panique, puis à la colère en 5 secondes. Elle s'est mise à hurler que j'avais envahi sa vie privée, que je n'avais pas le droit de lire ses messages. Sérieusement? C'est ça ton souci? Je suis resté calme. Merci l'expérience de barman pour garder son sang-froid. J'ai continué à faire défiler les messages pendant qu'elle s'énervait. Je suis arrivé à ceux du soir de ma demande en mariage, et je lui ai retendu l'iPad. Lis celui-là à voix haute, j'ai dit. Elle a refusé. Elle s'est mise à pleurer, mais pas des larmes de regret. Non, c'était les pleurs de manipulation. Tu sais,
Le genre où ils veulent que tu te sentes coupable de les avoir démasqués. Elle répétait que c'était une erreur, que ça ne voulait rien dire, que Michael faisait partie de son passé, mais que moi j'étais son avenir. Spoiler, d'après les messages que j'avais lus, j'étais juste son ticket repas jusqu'au divorce. Le meilleur? Elle a essayé de me rejeter la faute dessus. Que j'étais émotionnellement absent à cause de mes horaires au bar. Qu'elle se sentait seule et que Michael la comprenait mieux puisqu'ils avaient les mêmes origines. Puis elle a lâché cette perle: si tu n'avais pas fouillé dans mes messages privés, on aurait pu être heureux. C'est là que j'ai un peu perdu mon calme. Pas en hurlant, mais clairement plus posé non plus. Je lui ai demandé si on aurait pu être heureux pendant qu'elle laissait ses amis planifier notre mariage et notre divorce en même temps. Je lui ai demandé combien de moments précieux elle avait gâchés en lui écrivant juste après, nos fiançailles, les fêtes, les anniversaires. Il y avait un message pour lui dans les heures qui suivaient chacun de ces instants. Elle a changé de discours plus vite qu'un politicien en campagne. D'un coup, c'était « mais les acomptes du mariage, mes parents ont déjà tout payé, et que vont penser les gens ?» Pas un mot sur ses sentiments ou sur le fait qu'elle était désolée. Juste l'argent et les apparences. Je lui ai dit que le mariage était évidemment annulé et que je lui donnais 30 jours pour déménager. J'ai bien précisé, conformément aux lois de l'État sur les droits des locataires, parce que j'avais googlé ça dans la journée. Même si elle n'était pas sur le bail, elle avait vécu là assez longtemps pour avoir des droits de locataire. J'étais en colère, mais pas idiot. C'est là qu'elle a sorti son téléphone. Je pensais qu'elle appelait sa mère. Nope. Elle écrivait au groupe d'amis. Tu sais, les grands professionnels? Oui. Elle appelait la cavalerie. Tu vas le regretter, elle a dit en tapant. Tu n'as aucune idée de qui tu t'attaques. J'ai rigolé. C'était quoi ça, un mauvais film de mafia? Je lui ai répété qu'elle avait 30 jours pour partir, que j'allais dormir chez un pote ce soir-là pour lui laisser l'espace de commencer à emballer ses affaires si elle voulait. J'ai commencé à préparer un sac avec des vêtements et mes affaires pour le boulot du lendemain. Elle tapait encore sur son téléphone, en pleurant mais avec un petit sourire en coin. J'aurais dû comprendre que quelque chose clochait. J'étais presque à la porte quand elle m'a dit « Ils sont déjà en route. Tu devrais attendre d'entendre leur version. » Je ne suis pas un petit gabarit. Je bosse dans un bar. Je sais me débrouiller si ça chauffe. Mais sa voix m'a glacé le dos. J'ai décidé d'enregistrer avec mon téléphone, juste au cas où. Dieu merci je l'ai fait. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand je les ai vus arriver sur le parking. Les 5 amis, dans 2 voitures. Les 2 avocates, la cadre en finance, la médecin et la directrice marketing. Elle n'était plus en tenue de bureau, on aurait dit qu'elle sortait toute de la salle de sport. Et elle n'avait pas l'air contente. Donc voilà, moi au milieu du parking, 5 femmes furieuses qui sortent de leur voiture, et Cathy qui observe depuis le balcon. Mon téléphone en train d'enregistrer dans ma poche, et moi en train d'hésiter, rentrer ou foncer jusqu'à la voiture. Avant que je décide, Anna, la cadre en finance, se met à hurler que je suis un connard abusif et qu'elle n'allait pas me laisser faire du mal à Cathy. Les 4 autres se dispersent pour m'empêcher d'accéder à ma voiture et à l'entrée de l'immeuble. Rachel, avocate numéro 1, sort son téléphone et commence à filmer, en criant bien fort « On est juste là pour aider Cathy à récupérer ses affaires en sécurité. Personne ne veut de violence. » Pendant ce temps, Jessica, avocate numéro 2, textote quelque chose en rigolant comme si tout ça était une grosse blague. Le docteur, Maria, et la directrice marketing, Ashley, restent là, l'air nerveux mais essayant de paraître forte. Je garde une voix super calme, les mains bien en évidence, et je dis « J'ai donné à Cathy un préavis de 30 jours comme la loi l'exige. Je pars pour la nuit afin de lui laisser l'espace de faire ses valises. S'il vous plaît, ne rendez pas cette situation pire. » C'est là qu'Anna décide de se mettre en plein dans ma face. Elle hurle qu'elles savent tout de mes abus et qu'elles ne laisseront pas Cathy passer une nuit de plus avec un monstre comme moi. Je recule littéralement, toujours les mains levées, en répétant « Il y a des caméras de sécurité partout et j'enregistre ça. Laissez-moi juste partir, s'il vous plaît. » Avec le recul, mentionner l'enregistrement a été ma grosse erreur. Rachel crie immédiatement, il menace de diffuser des enregistrements privés de Cathy. Prenez-lui son téléphone. Et c'est à ce moment-là que tout est devenu complètement dingue. Anna se jette sur ma poche de veste où est mon téléphone. Je me tourne pour l'éloigner, et Jessica me chope par derrière, m'attrapant carrément comme pour un plaquage. Je fais un M85 et elle peut-être un M63, mais elle avait joué au rugby à l'université, je l'ai appris pendant le procès, et elle savait exactement ce qu'elle faisait. Je me retrouve au sol avec Jessica essayant de me mettre dans une espèce de clé. Anna me donne des coups de pied, et Rachel filme toujours tout en gueulant « Arrête de résister. Pourquoi tu te défends ?» Maria et Ashley sont là, effrayés, mais n'interviennent pas. Moi, j'essaie de toutes mes forces de ne pas riposter parce que je sais comment ça va paraître, un grand gaillard contre des femmes plus petites. J'essaie juste de protéger ma tête et de ne blesser personne. C'est là que Cathy sort de l'appartement en courant avec « Putain. » J'en tremble encore en y pensant. Notre bloc de couteaux de cuisine. Pas juste un couteau. Tout le putain de bloc en bois. Elle hurle que je dois apprendre ma leçon et commence à distribuer des couteaux à ses amis. J'ai pas honte de l'admettre, j'ai paniqué. Jessica me maintient toujours, Anna me frappe,
et maintenant elles ont des couteaux. J'arrive à libérer un bras et je sors mon téléphone. J'appuie sur le bouton SOS d'urgence de l'iPhone. 5 pressions rapides sur le bouton d'alimentation. L'appel au 911 se lance automatiquement. Je commence à hurler, la police arrive, le plus fort possible, en espérant que quelqu'un dans l'immeuble entende. Rachel, qui filme toujours, crie, personne ne te croira. Et là, putain. Anna me plante. Oui, elle me poignarde vraiment dans le bras. Pas profondément parce que j'ai sursauté, mais assez pour nécessiter 12 points de suture ensuite. Il y avait du sang partout, et ça a dû foutre la trouille à Maria et Ashley parce qu'elles ont commencé à reculer. Les minutes suivantes sont floues. Je me souviens de Cathy hurlant, finissez-le, quelque part derrière moi. Anna essayant encore de me poignarder pendant que Jessica criait, tiens-le bien. Puis les sirènes. Beaucoup de sirènes. Et d'un coup, le parking est rempli de voitures de police. Dieu merci, un de mes voisins avait vu ce qui se passait et avait aussi appelé le 911, donc les flics savaient que c'était sérieux. Les flics arrivent, armes sorties, et ordonnent à tout le monde de lâcher les couteaux. Anna et Jessica tentent de fuir mais n'allaient pas loin. Rachel filme toujours et refuse de lâcher son téléphone jusqu'à ce qu'un flic la plaque au sol. Le meilleur? Cathy est là, tenant le bloc de couteaux, en hurlant que je les avais attaqués et qu'elle se défendait seulement. Pendant ce temps, moi je pissais le sang partout sur le parking, clairement sans me battre, et tout est enregistré sur au moins 3 caméras différentes, mon téléphone, la sécurité de l'immeuble et le direct débile de Rachel. Les heures suivantes sont assez floues, ambulance, urgence, interrogatoire de police, photos de mes blessures. Résultat, en plus du coup de couteau, j'avais 2 côtes cassées, une commotion cérébrale, et j'avais l'air d'avoir fait 10 rounds avec un combattant de l'UFC. Mais le vrai clou, c'est ce qu'on a découvert après. Pendant que j'étais à l'hôpital, ces tarés étaient au commissariat en train de se disputer avec les flics pour récupérer leur téléphone afin de supprimer des trucs personnels. Rachel a même dit, si vous regardez notre conversation de groupe, ça sera mal interprété. Les jours suivants ont été complètement fous. J'ai passé la première nuit à l'hôpital à me faire recoudre et soigner. Petit conseil, quand l'infirmière te demande ton niveau de douleur et que tu dis, genre 4 ou 5, alors que t'as les côtes cassées, il suppose que tu fais le dur et te file les bons antidouleurs, lol. Pendant qu'on me rafistolait, une représentante des victimes du bureau du procureur est venue. Elle m'a expliqué plein de trucs légaux, mais moi j'étais stone avec leur médoc. La seule chose dont je me souviens clairement, c'est qu'elle a dit, c'est l'affaire d'agression préméditée la plus évidente que j'ai vue depuis des années. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Pendant ce temps, Cathy et sa bande de tarés passaient leur propre nuit de plaisir au centre de détention du comté. J'ai appris plus tard qu'on les avait mises dans des cellules séparées parce qu'elles n'arrêtaient pas d'essayer de coordonner leur version. Rachel, avocate numéro 1, exigeait son coup de fil comme dans une série télé. Jessica, avocate numéro 2, sortait le « vous savez qui je suis ». Anna, celle qui m'avait planté, a apparemment fait une crise quand on a pris sa veste de créateur comme pièce à conviction parce qu'il y avait mon sang dessus. Et le meilleur dans tout ça? Rappelez-vous que Rachel filmait tout? Elle diffusait en direct sur leur groupe privé Instagram. Les flics ont eu un mandat pour leur téléphone et leurs réseaux sociaux. Ils ont tout trouvé. Pas seulement l'agression, mais des mois de planification. Leur conversation de groupe était une putain de mine d'or. Ces professionnels sophistiqués avaient littéralement écrit leur plan. Faire en sorte que Cathy me provoque pour que je me mette en colère. Me filmer en train d'être abusif. Modifier les vidéos pour que j'ai l'air coupable. Porteur de fausses accusations de violence domestique. Me faire arrêter et expulser de mon appart. Aider Cathy à s'installer chez Michael, son ex, pendant que je serais en prison. Attendre que la date du mariage passe. Faire que Cathy demande le divorce pour détresse émotionnelle. Utiliser les vidéos trafiquées pour obtenir un plus gros règlement. Elles avaient tout planifié comme une sorte de PowerPoint psychopathe. Il y avait même des messages sur les meilleurs angles de prise de vue et qui devait faire quoi. Le plus beau, elles utilisaient leur téléphone professionnel. Ces génies ont planifié une agression avec leur portable de boulot. Mais attendez, c'est encore mieux. 2 jours après l'agression, alors que j'étais encore à l'hôpital, Cathy débarque à mon travail, commence à dire à mon personnel et aux clients que je suis violent, que j'ai attaqué ses amis, que tout le monde doit connaître la vérité sur moi. Mon assistante a tout enregistré sur les caméras de sécurité et a appelé les flics. Elle a fait ça 3 autres fois avant que la police finisse par l'arrêter pour violation de l'ordonnance restrictive d'urgence mise en place. À chaque fois, elle venait avec une amie différente, Maria et Ashley, qui n'étaient pas en prison, pour témoigner de ses propos. Elle filmait aussi, pensant sûrement récolter des preuves. Spoiler, ces vidéos ont fini par se retourner contre elle. Puis Michael, vous vous souvenez? Le petit copain avocat? Il s'en mêle. Ce génie a commencé à envoyer des mails de menaces à moi et aux flics qui avaient arrêté les copines de sa nana. Un vrai méchant de film, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, j'ai des amis au bureau du procureur, tout ça disparaîtra si vous retirez les charges. Il a envoyé ça depuis son adresse professionnelle, un avocat assermenté qui menace une victime et la police depuis son email officiel. Le bureau du procureur salivait littéralement en voyant ça.
Une semaine après l'agression, leurs avocats ultra connus débarquent à l'audience de caution, habillés comme dans une série télé, confiants et arrogants, vantant la réputation irréprochable et l'engagement communautaire de leur cliente. Le juge était un vieux monsieur, l'air de s'endormir pendant tout le discours de la défense. Puis le procureur s'est levé et a commencé à lâcher des bombes. Les enregistrements complets des caméras de l'immeuble, ma propre vidéo, le direct de Rachel, les messages de leur groupe de discussion, des captures d'écran de leur recherche Google du style « Comment faire croire à de la légitime défense ?» et « Que se passe-t-il si on poignarde quelqu'un en légitime défense ?» Les menaces de Michael, le harcèlement de Cathy sur mon lieu de travail, mes dossiers médicaux montrant uniquement des blessures défensives, les témoignages de voisins, le couteau. Avec les empreintes d'Anna et mon ADN. Le visage du juge, oh mon Dieu. Il est passé de papy somnol à furieux glacial en 2 secondes. Il a fixé leur caution à $500 000 chacune. Anna, Jessica et Rachel ont dû rendre leur passeport et porter des bracelets électroniques, car considérés comme des risques de fuite. Apparemment, elles avaient toutes des comptes et des biens à l'international. Maria et Ashley ont eu des charges moindres et une caution réduite, mais ont aussi dû porter des bracelets. Cathy a été inculpée de conspiration et a dû rendre son passeport également. Mais le vrai coup de massue est tombé environ 2 semaines plus tard. Ashley, qui dégringolait depuis l'agression, a finalement craqué. Son avocat a contacté le bureau du procureur pour dire qu'elle voulait un accord. En fait, elle avait un autre groupe de discussion dont les autres ignoraient l'existence, où elles étaient encore plus explicites sur leur plan. Elle avait des messages vocaux de Cathy parlant de leur répétition, de l'attaque dans la salle de sport de Maria, des vidéos où elle discutait de la façon de faire croire à de la légitime défense, des messages sur le choix de mon appartement parce qu'elle connaissait l'emplacement des caméras et pensait pouvoir utiliser les images à leur avantage. Le meilleur ? Elle avait une vidéo d'elle toutes célébrant dans un bar à vin après les fiançailles de Cathy, planifiant comment elles allaient l'aider à obtenir un meilleur règlement de divorce en me piégeant. Cette soirée-là, c'était la nuit où j'avais fait ma demande. Pendant que j'envoyais des textos à nos familles pour annoncer la bonne nouvelle, elle planifiait littéralement la destruction de ma vie. Le procès a commencé en novembre, environ 7 mois après l'agression. Ces mois-là ont été durs. Cathy et ses 2 amies qui n'étaient pas en prison, Maria et Ashley, continuaient de répandre des mensonges sur moi en ville. Elles créaient de faux comptes sur les réseaux pour publier des extraits modifiés de l'attaque, essayaient de contacter mes employés pour déterrer des ragots, sont même allées chez mes parents pour raconter leur version. Mon avocate, fournie par le bureau du procureur puisque c'était une affaire criminelle, était une petite femme d'une 50aine d'années, l'air d'une tante gentille mais terrifiante au tribunal. La première chose qu'elle m'a dite, documente tout et ne répond à aucun contact. Alors j'ai tout noté. Chaque faux compte, chaque tentative de harcèlement, tout est allé dans un dossier qui n'a fait qu'aggraver leur cas. Le procès en lui-même était surréaliste. Leur stratégie de défense était intéressante. Elles ont tenté de dire qu'elles protégeaient Cathy d'une relation abusive, sans la moindre preuve, et qu'elles avaient agi en légitime défense, malgré le fait d'avoir apporté elles-mêmes les couteaux pour m'attaquer. Leurs avocats ont essayé de me dépeindre comme un compagnon violent et contrôlant, parce que j'avais, consulte ses notes, surpris leur cliente en train de me tromper et lui avait demandé de partir. Sérieusement ? J'ai dû témoigner pendant 2 jours entiers. Leurs avocats ont tout tenté pour me faire perdre mon sang-froid. M'ont traité de menteur. Insinué que j'étais l'agresseur. Ont même essayé de me faire passer pour homophobe parce que je ne voulais pas que Cathy traîne seule avec ses amies, vous savez, celle avec qui elle me trompait. Mais le métier de barman apprend à rester calme quand les gens se comportent comme des connards. Alors j'ai juste continué à dire la vérité. La présentation du procureur était magnifique à voir. Ils avaient installé un énorme écran dans la salle et ont tout montré dans l'ordre chronologique, les images de sécurité montrant leur arrivée, en train de se positionner pour me piéger, ma vidéo où elle m'attaque, le live de Rachel avec les couteaux, les caméras de l'immeuble filmant l'agression, les bodycams des policiers lors de leur arrestation, la vidéo de Cathy me harcelant sur mon lieu de travail, les captures de leur discussion où elle planifiait tout, les emails de menaces de Michael, les photos médicales de mes blessures, le couteau avec les empreintes d'Anna et mon sang. Mais la vraie star, c'était le témoignage d'Ashley. Elle avait accepté un accord, bonne idée, et a tout révélé. Elle a expliqué au jury comment elles avaient planifié ça pendant des mois, comment Cathy trompait déjà avant les fiançailles mais voulait attendre le mariage pour toucher plus au divorce, comment elles avaient carrément répété l'attaque à la salle de sport de Maria pour que ça ressemble à de la légitime défense. Les visages du jury valaient de l'or. Ce n'étaient pas juste des copines emportées par leurs émotions. C'était un plan calculé pour me piéger, me faire arrêter et aider Cathy à m'arnaquer. Puis Cathy a témoigné pour défendre ses amis. Erreur fatale. Mon Dieu, quel désastre. Le procureur l'a laissée s'enfoncer toute seule jusqu'à une confession. Elle a commencé en larmes, parlant de sa peur, de moi, malgré 0 preuve et le fait qu'elle vivait avec moi volontairement. Puis elle s'est mise en colère quand on lui a montré ses propres messages préparant l'attaque, hurlant que je l'avais mérité parce que j'avais fouillé son iPad. Le meilleur, ou le pire, c'est qu'elle a lâché, par accident, que Michael, oui, l'avocat petit copain, l'avait aidé à rédiger le faux rapport de police contre moi. Sous serment. Les yeux du procureur se sont illuminés comme un sapin de Noël.
Leur défense s'est effondrée après ça. Le jury a mis seulement 6 heures pour les déclarer coupables. Anna, Jessica et Rachel ont été reconnus coupables de tentative d'agression aggravée, de conspiration et d'autres chefs. Maria a été reconnue coupable de conspiration et complicité. Ashley, grâce à son accord, n'a eu que de l'approbation puisqu'elle avait témoigné. L'audience de la sentence était quelque chose. Le juge était furieux, a dit que c'était l'un des cas les plus calculés et malveillants qu'il ait vu en 30 ans. Il a ajouté que leur statut de professionnel du droit rendait la chose encore plus grave, puisqu'elle savait pertinemment que c'était illégal. Verdict final. Anna, alias Poignardeuse MC Poignardeuse, 36 mois de prison d'État, sans libération conditionnelle pendant 24 mois, plus 5 ans de probation. Jessica, l'avocate plaqueuse de rugby, idem. Rachel, la reine du livestream, idem. Maria, la docteure nerveuse, 18 mois de probation et 300 heures de travaux d'intérêt général. Ashley, qui avait fait un deal, 12 mois de probation et son témoignage contre les autres. Cathy, toujours en attente de son procès séparé mais a accepté un accord. Michael, oh, attendez, vous allez voir ce qui lui est arrivé. Elles ont toutes perdu leur licence professionnelle. Les avocates ont été radiées, évidemment. La docteure a perdu son droit d'exercer. L'experte en finance a perdu toutes ses certifications. Leur carrière prestigieuse, finie. Leur réputation, détruite. Leur liberté, 3 ans de prison. Je mettrai à jour s'il se passe quelque chose. Merci pour votre soutien et vos commentaires.